Ne vous est-il jamais arrivé de vous questionner, devant un film, un livre ou un jeu, sur la signification d'un élément en particulier? Outre son intervention dans le scénario, que représente ce personnage dans l'œuvre? Outre sa traversée effectuée par les protagonistes, qu'inspire ce lieu et que signifie-t-il? Outre la curiosité qu'il suscite, que dissimule ce mystère savamment érigé par l'auteur? Un auteur qui, dans la majeure partie des cas, ne se contente pas d'écrire une histoire dans laquelle ses protagonistes vont d'un point A à un point B. En amont, il forme un plan dans son esprit ingénieux, pose sur papier les idées et concepts qu'il aimerait aborder, puis tente de les transformer, de les modeler, afin qu'ils intègrent l'aventure contée. Et si vous vous êtes déjà posé les questions que je vous ai soumises plus tôt, alors vous êtes sensible à ce travail. Ainsi, venez, plongez avec moi dans l'analyse de ces symboles et analogies. Bienvenue dans Métaformosa. Pour cette première émission, nous traiterons de l'une des œuvres les plus emblématiques du XXe siècle, Le Seigneur des Anneaux, de J.R.R. Tolkien. Au sein de cette saga de fantasy, nous aborderons les interprétations d'un personnage, Shelob, l'araignée géante qui se terre dans les cavernes de Torek Ungol. Pour le bon déroulé de la vidéo, je nommerai ce personnage par son nom original, puisque les traductions françaises, Arachne, puis Araigne, omettent une partie de la signification de son appellation. Nous y reviendrons. Malgré la renommée du Seigneur des Anneaux, je vous raconterai l'histoire du récit dans sa globalité, puis, dans une étude plus poussée sur Shelob, je m'attellerai à vous donner les grandes interprétations qui s'en dégagent, puis à faire converger tous les éléments que j'aurais évoqués en amont sur la créature. Gardez en tête que les interprétations sont diverses, et que parfois l'auteur lui-même ne songe pas à toutes les possibilités. Je ne prétends donc pas évoluer dans le vrai total. Mais n'est-ce pas le propre d'une œuvre d'être interprétée autant de fois que de lecteurs? Entamons ce voyage explicatif par sa surface. Qui est Shelob? Comme je l'ai évoqué plus tôt, le personnage de Shelob appartient à la saga du Seigneur des Anneaux, dont je vais vous faire une présentation et un résumé, plus par principe que par nécessité. Le Seigneur des Anneaux, ou The Lord of the Rings en langue originale, est un roman en plusieurs volumes écrit par J.R.R. Tolkien et paru en 1954 et 1955. La Terre du Milieu. Voici le monde imaginé par l'écrivain dans lequel progressent ses personnages. On y suit la quête de Frodon Sake, que je nommerai sous la traduction française pour des raisons d'habitude, qui doit détruire l'anneau unique et anéantir le Seigneur des Ténèbres, Sauron. Cet anneau incarne maint défaut, dont, entre autres, l'avarice, l'appétit pour le pouvoir et le contrôle. Il corrompt son porteur et le torture psychiquement. Au fil de son aventure, de nombreux personnages lui apportent leur concours, parmi lesquels le mage Gandalf, l'humain Aragorn, l'elfe Legolas, le nain Gimli et ses amis hobbits, dont Sam Sagas Gamgee, sur lequel nous nous attarderons plus en aval. Les romans connaissent un succès commercial, ce qui donne lieu à des adaptations sur plusieurs supports, notamment une série de 3 films à grand budget, réalisés par Peter Jackson et sortis entre 2001 et 2003. À présent, passons au personnage en question, Shelob. Qu'en est-il de ses origines? Voici son histoire que l'on peut trouver sur internet. Fille d'Ungoliant, Shelob naît probablement au cours du Premier Âge, dans la vallée de Nan-Dun-Gorteb, en Beleriand. Bien avant que Sauron prenne le contrôle du Mordor, Shelob s'était déjà installée dans les montagnes de l'Efelduat et avait semé ses rejetons jusqu'en forêt de Grand-Peur. À son arrivée, Sauron ne la chasse pas, mais fait en sorte qu'elle garde cette ancienne voie d'accès à son territoire, car il la considère beaucoup plus sûre que ce qu'il aurait pu inventer par lui-même. Sauron va même jusqu'à la surnommer sa chatte, bien qu'elle ne le reconnaisse pas comme son maître, et à lui distribuer orques et prisonniers. Pour être tout à fait honnête, je ne vais pas m'intéresser à tout cela dans mon analyse. En effet, l'histoire passée de la Terre du Milieu n'aura pas un grand impact dans ce que je vais essayer de démontrer. Concentrons-nous plutôt sur le présent, et passons à un sujet plus probant pour mon analyse, la description de Shelob. Tout d'abord, son nom. Shelob. Son nom est fait à partir de la juxtaposition de 2 mots, She et Lob. She est le sujet féminin elle, et Lob est issu du vieil anglais et signifie araignée. On traduirait donc ce nom par la femme araignée. Dans les traductions françaises, il a été choisi de la prénommer Arachne ou Arachné, puis plus récemment Araigne ou Araignée. Ces traductions font l'exact opposé du nom original. Tandis que Shelob juxtapose la marque du féminin à araignée, les noms français retirent la marque du féminin à arachné et à araignée en supprimant le E. Ce nom, Shelob, est appuyé par l'apparence de la créature. Voici un extrait du roman qui décrit la cauchemardesque araignée.
Fort semblable à une araignée, elle était plus grande que les grandes bêtes de proie, et plus terrible qu'elle, étant donné la malveillance de ses yeux impitoyables. Ces mêmes yeux, qu'il avait cru découragés et défaits, voilà qu'ils brillaient à nouveau d'un éclat redoutable, réunis en grappe sur sa tête penchée en avant. Elle avait de grandes cornes, et derrière son cou, semblable à une courte tige, était son corps enflé, tel une immense boursouflure, un grand sac pendant qui se balançait entre ses pattes. Sa grande masse était noire, tachetée de marques livides, mais le dessous du ventre était pâle et lumineux, et il répandait une odeur nauséabonde. Ses pattes repliées, dont les jointures noueuses pointaient bien au-dessus de son dos, étaient hérissées de poils tels des piquants d'acier, et chacune se terminait par une griffe. Maintenant, je vais surligner 2 champs lexicaux. Le premier, en bleu, indique le mal. Shelob incarne le mal, et Tolkien tient à insister là-dessus. Le second champ lexical, en rouge, est celui de la pointe, du pic. Shelob est donc quelque chose dont il ne faut pas s'approcher, au risque de s'y piquer, de s'y blesser. Mais ce n'est pas forcément un danger à un mouvement, plutôt, à l'instar des ronces, une menace latente. Ce que l'on peut retirer de ces 2 champs lexicaux, c'est que Shelob est un mal duquel il ne faut pas s'approcher. Trivial, pensez-vous, certes, mais penchons-nous sur 2 mots que j'ai surlignés. Grande corne. Shelob est armé de cornes. Peut-on y voir une référence au diable, au démon, au mal dans toute son acception? Celui qui corrompt, qui détruit, ce mal dont il ne faut pas s'approcher, n'est-il pas un mal à l'intérieur de soi? Pour finir avec la description, reprenons le début de la première phrase. Fort semblable à une araignée, ou, en anglais, most like a spider. L'écrivain ne nous dit pas qu'il s'agit spécifiquement d'une araignée, mais l'araignée est la seule bête à portée de notre entendement qui nous permettrait de nous faire une idée de l'apparence de ce monstre. Un élément sur lequel nous reviendrons en comparant cette idée avec une œuvre de Stephen King. Maintenant que nous avons décrit la créature ténébreuse, nous allons pouvoir nous attarder sur son rôle dans le récit. La question que nous pouvons nous poser à présent est « Quelle est la place de Shelob dans l'histoire ?» Shelob s'établit en adversaire, en ennemi, en antagoniste. En voici sa définition. Se dit de personnes qui s'opposent dans une lutte idéologique, dans un conflit. Cependant, elle n'est pas que cela. Le personnage de Shelob tient un rôle particulier dans la construction de l'histoire, car elle est intrinsèquement rattachée à un lieu, son antre, Torek Ungol. Il s'agit d'un réseau de cavernes labyrinthiques. Ainsi, étudier Shelob uniquement en tant que personnage antagoniste serait une erreur. Le passage par l'antre de l'araignée immonde est une épreuve, un obstacle, une péripétie à elle seule. Au travers de mes recherches, voici ce que j'ai pu trouver dans le dictionnaire de la fantaisie. La caverne peut incarner la partie sombre et refoulée du psychisme. Retenez cela. Mais revenons à Shelob. La créature obstrue un chemin au travers duquel Gollum va guider Frodon et Sam. Un chemin menant droit dans un piège, droit dans un nid de toile collante. Il faut retourner fouiller dans le lore de la Terre du Milieu pour comprendre cette trahison. Gollum s'est autrefois fait capturer par l'araignée en passant par le col. Cette rencontre a abouti à un pacte. Shelob ne dévorerait pas Gollum s'il promettait de lui apporter de la nourriture. Voilà pourquoi il amène les 2 hobbits. Le fait que Frodon et Sam soient guidés par Gollum est un élément essentiel, et j'attire votre attention pour que vous le gardiez en mémoire. Nous en reparlerons plus tard. Mais si nous savons que Shelob et son antre s'établissent simultanément en ennemi et en obstacle, il nous faut maintenant analyser son pendant, ses adversaires. Qui l'affronte et comment l'affronte-t-il? Voilà les questions qu'il faut maintenant nous poser. Comme nous venons de le voir, Gollum guide Frodon et Sam par le col de Cirith Ungol. Gollum les fait pénétrer dans un tunnel, puis s'éclipse, laissant les 2 hobbits esselés et sans repère. Effrayés, Frodon et Sam se tiennent la main pour évoluer, mais la noirceur les empêche d'avancer convenablement. Frodon utilise alors la fiole de Galadriel, un objet fourni par la dame elfe qui illumine les alentours. Il découvre alors des yeux immondes qui les observent et, pris de panique, s'enfuit. Après un temps, Frodon reprend son calme et dégaine Dar, son épée elfique. Il fait face à Shelob avec sa fiole et son épée. La bête fuit devant la lumière trop intense. Ainsi libérés de la menace, les 2 hobbits reprennent leur route et tombent sur un mur de toile compacte. La lame de Sam s'avère inefficace contre cette matière. Frodon confie donc la fiole de Galadriel à Sam et se concentre sur le tranchage des toiles. Les 2 hobbits parviennent ainsi à s'échapper de l'antre. Mais,
Pris d'euphorie, Frodon court en avant et distance Sam. Shelob réapparaît et s'interpose entre les deux hobbits. L'araignée poursuit Frodon et, alors que Sam tente d'avertir son maître, Gollum l'attaque par derrière et tente de l'étouffer. Plus fort, Sam triomphe de Gollum et s'élance à la poursuite de Shelob. Il découvre Frodon, allongé, les yeux clos, surmonté par l'araignée géante. Il a été touché au cou par le dard de l'araignée et a reçu son venin. Sam récupère Dar, qui gise au sol, et charge Shelob. Animé par la colère, il lui coupe une patte, lui crève un œil, lui ouvre le ventre et la fait fuir à l'aide de la fiole lumineuse. L'araignée part se terrer dans son antre. Les armes dont se sert Sam ne sont pas sans connotation, et nous y reviendrons dans notre analyse au moment opportun. La scène s'achève avec un Sam bouleversé, puisqu'il croit Frodon mort. Dès lors, il ne sait plus ce qu'il doit faire. Sans Frodon, il n'a pas de but. Il était son protecteur et avait promis à Gandalf de veiller sur lui, ce qu'il n'a pas réussi à faire. Ainsi s'achèvent les chapitres concernant Shelob. Mais ce qu'on peut se demander aussi, outre ce que contiennent ces chapitres, c'est où se situe-t-il dans l'histoire? À quel moment du récit Frodon et Sam affrontent-ils Shelob? Il s'agit de la fin du deuxième volume, Les Deux Tours. Il achève ainsi le deuxième tiers du récit par un affrontement avec un antagoniste très puissant et ouvre sur l'ultime partie de l'histoire et l'entrée dans le territoire du Seigneur des Ténèbres. C'est donc l'orée de la dernière épreuve. Mais il s'agit également d'un moment critique pour l'aventure des deux hobbits. Frodon, porteur du fardeau qu'est l'anneau, oscille entre sa personnalité corrompue à cause de l'objet de pouvoir et sa personnalité courageuse, celle qui l'a poussé à se lancer dans cette quête de destruction de l'objet de pouvoir. Nous avons établi le rôle de Shelob dans l'histoire. À présent, enfonçons-nous un peu plus profondément dans les symboles de cette péripétie. Poursuivons avec une question simple. Pourquoi une araignée? Quelle interprétation peut-on faire d'une araignée? Dans la description, nous avons mis en exergue le fait que l'écrivain ne parlait pas d'une araignée, mais plutôt d'une créature que seule l'image de l'arachnide pourrait décrire. Il s'agit donc d'un démon, d'une créature, d'une apparition, et Tolkien aurait pu lui donner n'importe quelle apparence. Alors pourquoi une araignée? Lorsque vous pensez à une araignée, quels sont les mots qui vous viennent en tête? Sale, rebutant, caché, patiente, danger, piqûre, prédatrice. Voilà d'une manière générale ce que peut vous inspirer une araignée. Du dégoût, de l'admiration ou de la peur. La peur. Voilà ce sur quoi nous allons nous arrêter. L'arachnaphobie est une phobie désignant la peur des arachnides tels que les araignées, les scorpions ou les acariens. L'arachnaphobie est l'une des phobies les plus répandues au monde. Selon les recherches, il pourrait s'agir d'une forme exagérée et instinctive qui aidait autrefois les humains à survivre en milieu hostile. L'araignée est donc un ennemi instinctif pour l'homme et, dans un même temps, la personnification de la peur et du danger dissimulé. Prenons pour appuyer cela l'exemple de l'œuvre de Sa ou It, en langue originale, de Stephen King. C'est l'histoire d'une bande de 7 amis qui font face à une créature séculaire kidnappant des enfants pour les dévorer. Cette entité indescriptible prend au fil de l'aventure maintes formes, mais toujours dans l'objectif d'incarner la plus grande peur de l'enfant. Lors de l'affrontement final, It prend sa forme naturelle, ou du moins, selon les mots du protagoniste, celle qui est visible par l'œil humain, compréhensible par l'entendement commun. Et devinez quoi? Stephen King l'a décrit semblable à une araignée. Selon un autre angle de vue, l'araignée peut endosser certains symboles positifs, comme la patience ou la force de la femme. Cependant, et évidemment, ces symboles positifs ne sont pas mis en avant dans l'histoire de Tolkien, puisque l'araignée est ici une force du mal. On y verra davantage la paresse et le symbole d'une femme terrifiante. Plus largement, l'araignée, selon les cultures, porte bien des aspects. Elle est à la fois la prédatrice et la fragilité, de par ses toiles, autant collantes et invisibles que fines et légères. L'humain a du mal à percevoir les toiles d'araignée de son œil, mais d'un simple geste de l'index, il peut en défaire toute la structure. Dans les écrits de Freud, elle est le symbole de la mère méchante. Dans la mythologie grecque, qui influença la mythologie latine et par extension les contes et croyances de toute l'Europe, on trouve le mythe d'Arachné, une femme qui a défié les dieux, s'est fait humilier et s'est suicidée pour renaître en mère des araignées. Elle personnifie la vanité et l'orgueil, comme la honte et le suicide. L'araignée représente également
et c'est sur ce point que je vais baser mon interprétation principale, le côté sombre de notre personnalité. Pour beaucoup, les araignées inspirent de la peur, ou, du moins, de l'aversion. On les associe à ce que les psychologues appellent l'ombre personnelle. Pour faire court, l'ombre personnelle d'un individu s'érige à partir des aspects de sa personnalité ou de sa vie que l'individu lui-même ou autrui réprouve. Ces aspects sont donc rejetés ou réprimés. Je vous invite à aller lire l'article Wikipédia « Ombre, psychologie analytique » pour une entrée en matière dans ce sujet délicat mais passionnant. Pour finir avec le sujet de l'araignée, parlons des attributs de cet arachnide et de leurs interprétations. D'abord, le venin. Il est la corruption, le poison, le danger intérieur, le danger en soi-même. Puis, la possibilité de tisser des toiles. Ces toiles représentent un frein, une retenue, un obstacle, ou même l'infranchissable. Mais nous débordons déjà dans la partie suivante. Alors n'attendons plus et attaquons l'ultime étape de cette analyse, que personnifie Shelob. Si vous avez suivi mon chemin analytique, vous devez déjà voir les contours de ces symboles s'esquisser dans votre esprit. Mais avant d'en venir à mon interprétation, écoutons ce que disent les grandes tendances sur l'étude de ce personnage. Shelob est associée à la mort et l'obscurité. Elle s'oppose donc naturellement à Galadriel. Aussi surnommée la Dame Blanche, cette magicienne elfe endosse le rôle de la lumière et fournit même à Frodon la fiole lumineuse dont nous avons parlé tout à l'heure. Outre les ténèbres, Shelob personnifie l'appétit, la luxure et le désir. L'anneau inspirant ses travers, il est donc logique que Frodon doive affronter une créature les incarnant. Shelob serait donc une épreuve demandant au héros de lutter physiquement et non plus mentalement contre ses tentations profondes. De là, les interprétations communes nous emmènent dans le combat de Sam contre Shelob. Le Hobbit triomphe de la bête grâce à Dar. Dar serait alors le symbole du phallus, non en tant qu'appendice sexuel, mais plutôt en tant que totem de la masculinité. Ce combat serait celui de l'homme vainquant la femme manipulatrice. Il existe certaines polémiques sur la misogynie de Tolkien, mais je ne me hasarderai pas sur ce sujet. Voici donc ce qu'on retire des différentes interprétations laissées sur internet ou sur les documents papier. Mais ce qui nous intéresse vraiment, c'est de recoller les éclats du tableau que nous avons glané tout au long de notre analyse. Allons-nous reconstituer un portrait différent de Shelob? Pour trouver la réponse, je vais revenir sur les éléments que je vous ai demandé de garder en tête au fil de la vidéo. Tout d'abord, qu'est Shelob? La description faite par Tolkien de cette créature nous informe qu'il s'agit d'une menace dont il ne faut pas s'approcher au risque de s'y blesser. En outre, les cornes font évidemment référence au seigneur de l'enfer, le diable. Shelob est en fait le mal intérieur. Le fait qu'elle injecte du venin par son dard, qui, je le précise, n'est pas un appendice possédé par les araignées, transmet l'idée qu'elle injecte la corruption, la part d'ombre. Mais est-ce tout? Attardons-nous sur le cas de Galadriel. Les analyses communes l'opposent à Shelob, car elle est la lumière, ou plus spécifiquement, et parallèlement à la part d'ombre représentée par Shelob, la part de lumière du héros. Et comment interagit-elle dans cette relation? Par la fiole qu'elle confie à Frodon. Lui-même, dans le tunnel, la confie à Sam. Sam, parlons-en d'ailleurs. Qui est Sam? Sam revêt deux aspects. Au début de l'histoire, nous découvrons un Sam Sagas jardinier. Tout, dans sa construction, est pensé pour faire de lui l'incarnation de l'homme ordinaire. Mais au fil de la quête, nous découvrons les valeurs de ce personnage. Il est courageux, infaillible et n'abandonne jamais. Tolkien avouera ceci. Mon Sam Gamgee est en fait un décalque du soldat anglais, des secondes classes et des ordonnances que j'ai connues pendant la guerre de 1914 et que je trouvais de loin supérieur à moi-même. Pour résumer, Sam est le parangon du devoir. Frodon dira dans le chapitre précédant celui de l'antre, tandis que Sam songe à l'histoire que les gens conteront en évoquant l'aventure des deux hobbits. Ah, Sam, t'entendre me rend je ne sais pourquoi, aussi joyeux que si l'histoire était déjà écrite. En plus du devoir, il est la flamme de gaieté qui tente de survivre dans le cœur de Frodon. C'est Sam qui affronte Shelob, la part d'ombre, la noirceur intérieure. Le combat décrit ne laisse rien au hasard. Il lui plante Dar dans les yeux, attaquant ainsi son avarice, les yeux étant le symbole de l'envie. Ensuite, il lui perce l'abdomen, attaquant cette fois-ci sa gourmandise et son appétit insatiable. Pour faire court, Sam détruit les maux qui nourrissent Frodon à cause de l'anneau. Pour finir, il use de la fiole de Galadriel pour faire battre en retraite la créature. Il vainc par la même occasion la personnification de la noirceur intérieure.
Sam est le protecteur de Frodon, celui qui doit lui faire garder les idées claires, le faire marcher droit. Le message est clair. L'ami est le gardien du bon équilibre mental du protagoniste. Mais Shelob n'est pas le seul personnage qu'il affronte, ni duquel il triomphe d'ailleurs. Gollum, oui. S'il vous est venu en tête, alors je ne vous ai pas encore perdu. Qu'en est-il de son rôle ici? Que représente Gollum et en quoi son lien de servant avec Shelob est important? Le nom de cette créature rampante est expliqué dans le récit par le bruit de déglutition qu'il fait avec sa gorge. Cependant, le nom Gollum semble également être dérivé d'une langue réelle, le vieux norrois, que Tolkien maîtrise. On y trouve les mots Gul ou Gol, qui peuvent signifier or, trésor, objet précieux. Par conséquent, Gollum incarnerait directement l'anneau et tous les maux qu'il répand. Il personnifie l'appétit et la gourmandise, l'avarice, l'obsession, la corruption, l'envie. Le paroxysme de ses défauts a lieu lorsqu'il commet le péché de Caïn, tuant son cousin pour obtenir l'anneau. Mais ce n'est pas tout. Gollum est, tout comme Shelob et son antre, un personnage qui doit être rattaché à quelque chose, ou plutôt à quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est Frodon. Gollum est l'autre version de Frodon, sa part d'ombre, et parfois son ombre elle-même. Il est le danger latent qui rampe devant lui, qui le guide au travers de ce monde dangereux qu'est la Terre du Milieu. Il est l'être qui lui rappelle en permanence ce qu'il risque en se laissant tenter par l'anneau, et par extension, par la source du désir. Ainsi, quoi de plus normal que Frodon échoue dans la grotte du désir, et que Gollum en ressorte indemne, puisque les deux ne font qu'un. Le message que transmet le passage dans l'antre de Shelob est, malgré son apparence, positif. Reprenons les grandes lignes. Frodon doit porter un fardeau, l'anneau, source du désir, d'envie et de gourmandise. Tout au long de son voyage, il est partagé entre ses travers et le devoir de détruire l'anneau. Cette confrontation intérieure est exposée par la dualité Frodon-Gollum. Son ombre personnelle, Gollum, l'amène à un embranchement, l'antre de Shelob. L'épreuve est cruciale. S'il envisage de la franchir, il doit cesser de vaciller entre son désir et son devoir. L'araignée symbolise les ténèbres intérieures, la personnalité sombre de façon générale. Frodon devra l'affronter. Hélas, le Hobbit échoue. L'ombre personnelle a triomphé. Néanmoins, tout ne s'arrête pas là, car Sam voyage aux côtés du porteur de l'anneau. Sam, à qui Frodon a confié sa lumière, vaincra à tour de rôle l'ombre personnelle de Frodon, Gollum et les ténèbres du désir eux-mêmes, Shelob. Sam, qui incarne l'amitié et le devoir, triomphe. Plus tard, dans l'histoire, il sauvera même Frodon du poison. Cependant, il reste une touche de pessimisme. Il n'est jamais dit ce qu'il advient de Shelob après sa défaite contre Sam. Les ténèbres et la part d'ombre d'une personne se terrent mais ne meurent pas. Ils sont là, imbattables, irréductibles, éternels. Et seule la présence d'un ami peut les écarter un temps. Est-ce cela qu'a voulu nous transmettre Tolkien? Pour moi, l'auteur nous invite donc, si hélas notre ombre personnelle, nos désirs, nous déroutent, nous blessent ou nous submergent, à confier notre lumière à un ami, à une personne de confiance, à un Sam. Pour conclure, nous pouvons nous demander ce qu'il faut retenir d'un point de vue de créatif. Un antagoniste représente un symbole, au travers de son histoire et de son apparence, par son entourage et par le lieu ou le territoire dans lequel il se trouve, mais également par la période à laquelle il apparaît et par ce à quoi il s'oppose et comment il interagit avec les héros. Et si une œuvre vous frappe par quelque aspect, que ce soit son scénario, son thème ou la maîtrise de son écriture, pensez à creuser sur la signification des antagonistes. Parfois, vous y trouverez un second sens, une nouvelle façon d'apprécier le parcours du protagoniste. Sur ce, je vous laisse à vos réflexions et à vos désirs de réponse. Mais faites attention à ne pas vous aventurer trop loin dans ce tunnel sans fond. Vous risqueriez d'y rencontrer une bête semblable à une araignée. Merci de m'avoir suivi. C'était Métaformosa.